ce que je voudrais essayer de voir avec vous, c'est la question des Français, l'opinion, comme on dit, et la persécution. Comment les Français ont-ils accompagné, confronté la persécution des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale? Alors, je vais quand même commencer par l'histoire, par l'historiographie. C'est un sujet sur lequel il n'y a pas de consensus. Alors que si vous parlez de la contribution de Vichy à la solution finale, le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs, à part quelques huluberlus et surtout ceux qui les exploitent sur le plan politique, au bout du compte, les historiens sont d'accord entre eux. Vichy a participé, a contribué, bon, c'est un peu compliqué, on pourra en revenir et on veut dire si ça vous intéresse. Mais il n'y a pas de débat sur cette question, ou en tous les cas, ce sont des débats soit marginaux, soit politiques. Donc, ce n'est pas un débat entre les vrais historiens, j'entends par là. En revanche, la question des Français fait débat. Elle fait débat, et elle fait débat d'autant plus, et avec d'autant plus de passion, qu'il s'agit là d'un sujet particulièrement central. Alors pourquoi est-ce que ce sujet est tellement important? Pourquoi est-ce qu'il est tellement central? Pourquoi est-ce qu'il soulève tant de passion? Parce qu'il touche à l'identité même de la France. C'est l'identité de la France en tant que telle qui est en jeu dans cette question. Après la guerre, tout de suite après la guerre, la question des Juifs n'était pas du tout traitée, ni sur le plan mémoriel, ni sur le plan de l'historiographie. Les Juifs, si, la question était traitée, mais elle était traitée uniquement à l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui le mémorial de la Shoah, du Centre de documentation juive contemporaine, et c'est là que les historiens travaillaient, sans que leurs travaux soient pris en compte par qui que ce soit dans la sphère plus générale des historiens en France, de ceux qui traitaient de la Seconde Guerre mondiale. C'était totalement marginal et totalement ignoré. Et sur le plan de la mémoire, pareil, la France était dans une espèce de halo. Alors, on ne disait pas que tous les Français étaient des résistants, ça, ceux qui le disent se trompent, mais il y avait, la France tout entière était sous le halo de la résistance. C'est d'ailleurs ce qu'entendait Henri Rousseau dans son livre quand il parlait du résistentialisme qui régnait en France. Il ne s'agit pas du tout de dire, et ça n'a jamais été dit, que tous les Français étaient des résistants, mais que toute la France était en fait sous ce parapluie de la résistance, et on peut ajouter à cet égard que celui qui en a tiré le meilleur parti, et à juste titre, c'est De Gaulle. De Gaulle a été absolument d'un génie incroyable. Si on pouvait avoir aujourd'hui des génies politiques comme De Gaulle, le monde serait infiniment mieux, se porterait infiniment mieux qu'il ne se porte aujourd'hui. La preuve, la France était occupée, et quand même la France a un siège au sein du Conseil de sécurité comme si on était parmi les vainqueurs. Donc vous voyez qu'il y a ici un coup de génie. Et donc la France était tout entière dans le camp des vainqueurs en quelque sorte. Et puis à partir des années 70-80, il y a eu deux développements concomitants qui ont mené à un troisième développement. D'une part, et c'est dû en même temps au film Au chagrin et la pitié d'Ophuls, dont vous avez tous entendu parler, j'espère que vous l'avez tous vu, et au livre de Robert Paxton sur Vichy et la France. Le régime de Vichy en France, ou je ne sais plus exactement comment ça s'appelle en français. Toujours est-il que tout à coup, on se rendait compte que Vichy avait eu une grande autonomie, que ce n'était pas uniquement un gouvernement fantoche qui était totalement subordonné aux Allemands. Et donc ça, c'était particulièrement important. Et la deuxième chose, c'est que les Juifs commençaient d'apparaître sur la scène. Et à partir de ce moment-là, et notamment à partir du milieu des années 80, la Shoah est devenue centrale dans la conscience, mais ce n'était pas seulement uniquement en France, c'était dans le monde occidental tout entier. Et ça a mené à la prise de conscience que Vichy avait une part importante de responsabilité dans les déportations de Juifs. Tout ça a culminé avec le discours de Chirac de juillet 1995, que vous connaissez,
mais on parle en règle générale de la première partie. La partie où il dit, oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français, et la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Date extrêmement importante, date tournant, date à laquelle la France reconnaissait sa culpabilité dans la déportation des Juifs. Sauf que on prête une attention moindre à la deuxième partie de son discours. Et dans cette deuxième partie de son discours, Chirac disait qu'il y avait également la France, avec un grand F évidemment, mais cette fois-ci bien appuyé, une certaine idée de la France, droite, généreuse, fidèle à ses traditions, à son génie. Et où la trouvait-il, cette France? Il la trouvait notamment présente, une et indivisible, dans le cœur de ces Français, ces justes parmi les nations, qui, au plus noir de la tourmente, avaient sauvé au péril de leur vie, comme l'écrit Serge Klarsfeld, les 3/4 de la communauté juive résidente en France. Alors, cette phrase est extraordinairement importante. Et pourquoi est-elle si importante? D'abord, parce que Chirac, il faut quand même le dire, il a eu raison de dire ce qu'il a dit. Pas parce qu'il avait raison sur le plan historique, il avait totalement tort, mais peu importe. C'était le président de la France, et c'était son rôle que d'insister sur le rôle de cette France-là, sur l'importance de cette France-là, et ce faisant, il traçait un petit peu le chemin de l'avenir que la France, enfin le chemin que la France devait emprunter. Donc il était totalement dans son rôle. Sauf qu'il s'appuie sur Serge Klarsfeld. Alors Serge Klarsfeld est un militant de la mémoire, mais il est aussi historien, il a aussi écrit des livres historiques, et en faisant ça, ce qu'il fait, c'est qu'il justifie sa position sur le plan historique. Et on voit à travers cette phrase une imbrication entre l'histoire et la mémoire. Et donc l'écriture de l'histoire devient totalement dépendante, elle l'était jusqu'à présent également, c'est pas nouveau, mais on voit à quel point cette question de la France, en l'occurrence les Français, sont dépendants de la mémoire et de ce qu'on veut faire dire à l'histoire pour que l'idée de la France soit ce qu'elle doit être, l'idée, la France des droits de l'homme. Alors, à partir de ce moment-là, la focale change. Au début, toutes les études ont porté sur Vichy, à partir du moment où Vichy s'est révélé comme étant ce qu'il était, à savoir autonome, qu'on insiste sur la volonté du maréchal Pétain de promulguer une révolution nationale, que la collaboration n'était pas un désir finalement des Allemands, si ça les arrangeait bien, de toute façon c'est le rôle de tous les occupants, hein. C'est que leurs occupés fassent le sale boulot à leur place, c'est vrai dans le monde entier, mais c'est aussi, ça a lancé toute une série d'études, et très curieusement, alors qu'on parle de la prééminence de la résistance, on parlait peu de la résistance. La résistance a mis beaucoup plus de temps pour que son histoire soit renouvelée. Et là encore, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit souvent, parce que si vous regardez à nouveau, et je vous y convie, moi je l'ai vu plein de fois, parce que je le montrais à mes étudiants, le chagrin et la pitié, vous verrez que contrairement à ce qu'on a pu dire ou écrire, c'est un film qui parle beaucoup plus de la résistance, pas de la résistance, des résistants, que de la collaboration. Il parle des Français et il parle énormément des résistants. Mais toujours est-il que la focale qui était sur Vichy, après les années 80, compte tenu de l'importance de la Shoah, s'est déplacée sur les Français. Parce que Paxton, lui, dénonçait, enfin il dénonçait pas, mais il évoquait très largement le soutien dont avait bénéficié Vichy dans tous les aspects de sa politique, y compris sa politique antisémite, de la part des Français. Alors,
du coup, de ce fait, à partir de là, l'accent a porté sur les justes de France. Les Français sont devenus tous des justes. Ils ont sauvé les Juifs. C'est grâce à eux que 75% de la population juive, je mets tout ça entre guillemets, vous imaginez bien, a survécu. Et c'est imbriqué, il faut le comprendre parce que je vais y revenir un peu plus tard, c'est imbriqué dans un sujet plus large. On a commencé à souligner l'autonomie. On a dit l'autonomie de Vichy, oui, mais tout à coup, on parle de l'autonomie de la population française à l'égard de Vichy. C'est-à-dire que le soutien à Pétain, on en parle de moins en moins, et on parle au contraire d'une population française qui était animée, même si elle ne faisait pas partie de mouvements de résistance dans sa majorité, d'un esprit de résistance. Alors qu'auparavant, si vous voulez, on mettait l'accent sur les accommodements de la société française avec la politique de collaboration, tout à coup, le projecteur avait dévié et le projecteur était placé sur l'esprit de résistance. Et dans cet esprit de résistance, l'aide aux Juifs. Alors, en revanche, alors on a commencé à travailler beaucoup sur la résistance à ce moment-là, mais, surprise, ou pas, tous ces travaux sur la résistance n'évoquent absolument pas l'attitude de la résistance à l'égard des Juifs, comme si c'était totalement irrelevant, comme si ça n'était pas pertinent du tout. On n'en parle pas. Les résistants, c'est les good guys, donc c'est clair. C'est même pas la peine d'en parler, c'est même pas la peine d'évoquer le sujet. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que c'est pour ça que j'ai commencé par ces explications, c'est qu'en fait, on a un équilibre qui est rétabli avec cette phrase de Chirac et la façon dont les historiens ont suivi. On a certes un gouvernement criminel, collaborateur, criminel, mais on a une population qui tout à coup rétablit l'équilibre. Et la France reste ce qu'elle a toujours été, la France des droits de l'homme. Donc c'est pour ça que je vous parle d'une question, d'une identité de la France qui est en jeu autour de cette question de la population. Alors comment est-ce qu'on étudie l'opinion? Là, aujourd'hui, on n'a aucun problème. On a sans arrêt des études qui vous expliquent pour le pourcentage à l'appui, qui pense quoi, quand pense quoi, etc., etc. Ça n'était évidemment pas le cas. Encore qu'il y a eu un sondage à la fin de la guerre sur cette question-là. Et pourtant, on a de très, très, très nombreuses sources. Peut-être que sur ce sujet, plus que sur n'importe quel autre sujet. Et pourquoi? C'est j'ose pas dire l'avantage, mais c'est l'avantage pour les historiens en tous les cas des régimes totalitaires. Les régimes totalitaires n'ont pas à se frotter aux élections, donc ils ne mesurent pas leur popularité au cours d'élections. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font des études, et on a des études qui viennent, mais alors à tous les niveaux. Alors les Allemands déjà font des rapports sans arrêt parce qu'ils souhaitent assurer la sécurité de leurs troupes, donc et elles viennent donc de sources différentes, ces études. On a les rapports de préfets, on a les rapports des commissaires, on a les lettres envoyées à Londres, à la BBC. Il y en a énormément, elles sont absolument passionnantes. Je les ai toutes lues. Et il y en a des paquets. Il y a une série de documents, et alors il faut comprendre également qu'on les a à différents niveaux, parce que je parle par exemple, si j'évoque les rapports des préfets, on peut imaginer que le préfet, quand il écrit son rapport, il cherche à plaire aux autorités, et que par conséquent, ce qu'il dit exprime autant sa propre opinion que ce qu'il a pu constater autour de lui. Oui, sauf qu'on a également les rapports à différents niveaux on a toutes les données sur la façon dont il a écrit ses rapports, toutes les bases, toutes les sources sur lesquelles il s'appuie pour écrire ses rapports. On peut descendre jusqu'au niveau le plus bas. On a même des chiffres, par exemple,
une chose particulièrement intéressante, c'est qu'il y a aussi toutes les interceptions postales ou télégraphiques. Alors vous prenez ces interceptions postales ou télégraphiques. Le rapport dira la population est antisémite. Ok, très bien. Il a écrit, celui qui a le rapporteur a écrit la population est antisémite. Vous allez chercher dans les données de base sur lesquelles il s'appuie, vous apercevrez que et là mes chiffres sont totalement fantaisistes, mais c'est juste pour vous donner une idée du sujet. Vous vous rendez compte que sur 600 lettres dépouillées, il y en a une dans laquelle il y a quelque chose contre les Juifs. En revanche, il y en a 95 contre les gens de la campagne qui pratiquent le marché noir et à cause desquels les villes n'ont pas à manger. Donc, si vous voulez, c'est intéressant. Ça permet d'aller au-delà du rapport lui-même. Donc, vraiment, sur l'opinion, on a pléthore de choses. Oui, sauf que personne ne les a utilisées ou très peu. Et donc, parce que c'est quand même un peu rébarbatif, et procéder par affirmation, c'est toujours un peu plus simple, et des idées manichéistes ou une dichotomie claire où les Français sont tous antisémites ou les Français ont tous sauvé des Juifs, c'est tellement plus simple que de commencer à rentrer dans la complexité du sujet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut essayer, quand on parle de cette période, et vous verrez pourquoi je le fais par la suite, de réviser un certain nombre de concepts, et notamment celui d'antisémitisme. Alors, oui, effectivement, il y a des antisémites et il y a des gens qui ne le sont pas. Ça a l'air clair. Sauf que, aujourd'hui, quand on écrit d'une partie de la population à cette époque-là qu'elle était antisémite, on a tout de suite la Shoah en tête. C'est-à-dire que c'est devenu autant une injure qu'un outil d'analyse. Or, nous, ce dont on a besoin, c'est de concepts qui nous permettent de comprendre. Donc, il nous faut effacer cette connotation-là pour essayer de comprendre. Il y a des gradations. Il y a les antisémites qui approuvent Hitler, et puis il y a des antisémites français qui pensent qu'il faut absolument priver les Juifs de tous leurs droits. Et puis il y a des philosémites qui défendent les Juifs contre l'antisémitisme hitlérien. Mais en fait, on parle d'une gradation. Et le concept qui me paraît le plus opérant pour la période de l'avant-guerre et de la guerre, parce que le deuxième point sur lequel le troisième point, je ne sais plus compter, sur lequel je voulais intervenir, c'est le fait qu'il fallait partir des conditions historiques de la France de l'avant-guerre, de la façon dont les Français voyaient les Juifs avant-guerre. Et donc, le sujet qui me paraît le plus, le concept qui me paraît le plus opérant et le plus utile et le plus intéressant, c'est de parler du problème juif sur lequel, en France, il y avait avant-guerre un consensus. Et j'y reviendrai tout de suite. Le dernier point, c'est que quand on parle des Français et de la persécution des Juifs, il faut observer une chronologie extrêmement fine. Les Français, vis-à-vis de la persécution législative, de la législation adoptée par Vichy, les Français par rapport aux déportations, les Français à la fin de la guerre, ce sont des choses totalement différentes. Les Français, au moment où il semble évident pour tout le monde que les Allemands vont gagner la guerre, les Français, au moment où il semble évident pour tout le monde que les Allemands vont perdre la guerre, ce n'est pas la même chose. Et donc il faut suivre, pour essayer de comprendre ça, une chronologie extrêmement fine, et c'est ce que je voudrais essayer de faire maintenant. Je le ferai en très relativement grossier, et vous êtes évidemment conviés à me poser autant de questions que vous voulez sur ça, ou sur ce que vous voulez d'ailleurs. Avant-guerre. Avant-guerre, il y avait en France un consensus sur le fait que la France a un problème juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop de juifs en France. Ça veut dire qu'il y a trop d'immigrés. Alors c'est vrai qu'il y a une composante xénophobe très forte dans cet antisémitisme.
à savoir il y a trop d'immigrés, il y a trop d'étrangers, parce que cet antisémitisme est aussi accompagné d'une xénophobie qui va croissant dans les années 30. Donc il y a trop de juifs en France. Il y a trop de juifs en France, ils occupent tous les domaines, d'une certaine façon, ils dégénèrent ou ils corrompent l'esprit, les valeurs de la France, parce qu'ils sont très différents. Et donc, cette dimension xénophobe, elle n'embrasse pas tout. Parce que ce qui vient aussi à l'esprit immédiatement de tous ceux qui pensent qu'il y a un problème juif, c'est la question de la solidarité entre les juifs. Et par conséquent, ces juifs français qui sont supposés être français, en fait, ils sont solidaires des juifs étrangers, c'est eux qui les font venir, c'est eux qui les aident, et donc, il y a dans cette conception d'un problème juif, ça inclut les juifs étrangers comme les juifs français. Quand on veut les stigmatiser, on dit qu'ils sont étrangers même quand ils sont français, mais l'idée en fait, c'est qu'ils sont juifs, tous ces juifs sont irréductiblement différents des Français. Il y a une altérité irréductible des juifs par rapport aux Français, et les Français ont un problème juif qu'ils se doivent de résoudre. Alors là, je vais vous dire ce que j'ai toujours dit à mes étudiants en Israël, mais on pourrait le dire ici, en France également à tous les étudiants, à partir du moment où on définit une question comme un problème, ça veut dire qu'il faut le résoudre. Donc se méfier de ce terme. Donc, et la particularité en France de cette idée d'un problème juif qui se pose au pays, c'est qu'il est extrêmement prégnant dans les milieux intellectuels et dans les milieux universitaires et dans les milieux littéraires. Alors, il s'appuie sur des statistiques totalement loufoques. Alors, c'est ça qui est intéressant. L'extrême droite, elle, monte en puissance. Et l'extrême droite est franchement antisémite. Là, on peut utiliser le terme sans la moindre difficulté. Elle est franchement antisémite. Même quand elle est antisémite, elle se démarque de l'antisémitisme hitlérien, qui est trop grossier. Nous sommes des gens sophistiqués. Ce n'est pas cette espèce d'antisémitisme grossier. Mais ces écrits de l'extrême droite, et ils sont vraiment extrêmement nombreux, et de plus en plus nombreux. Lors de ces années 30, la France juive de Drummond a connu un nombre incroyable de rééditions. C'est vendu très bien. Elle s'appuie sur des statistiques loufoques. Il y avait environ 330 000 juifs en France à la veille de la guerre. On parle d'1 million de juifs en France. Quand Blum est arrivé au pouvoir, on dit que 50% de ses ministres sont juifs. C'est-à-dire qu'il ramène avec lui tous les juifs qu'il peut au sein des cabinets ministériels. Et ça, c'est repris évidemment par tout le monde. Je peux vous citer Thierry Mounier qui écrit Hitler, Göring, Goebbels agissent comme s'ils avaient voulu disqualifier dans le monde non seulement tout l'antisémitisme, mais toute tentative de poser le problème juif. C'est-à-dire que les hitlériens, dans leur antisémitisme, ils nous font du tort, parce qu'à cause de leurs outrances grossières, en fait, on ne peut pas parler raisonnablement du vrai problème qui se pose à la France et qu'on ne peut pas nier, tout ça entre guillemets, j'espère que vous l'aurez compris, le problème juif. Quand Gide parle ou écrit sur Bagatelle pour un massacre de Céline, un pamphlet violemment antisémite, il parle d'un jeu littéraire. C'est un jeu littéraire. Et Marcel Arlan, par exemple, dit, certes, par son absence de nuance, ce réquisitoire perd un peu de sa portée. Donc, il ne faut pas être trop violent, il ne faut pas être comme les Allemands. Mais il est bon que de tels réquisitoires s'élèvent, écrit-il. La position essentielle de Céline est solide, et sa voix porte loin. Donc, il y a une influence, absolument, il y a une espèce de diffusion de ces idées-là, un peu partout. Et
même les défenseurs des Juifs, et il y en a, il y a même un journal qui est créé, La Juste Parole, pour répondre aux antisémites, et bien ces journaux s'appuient sur les données fantaisistes qui sont répandues par les antisémites. Et ils le font sans se rendre compte, alors que, par exemple, c'est pas que les Juifs sont restés totalement inactifs face à ça. La communauté juive organisée, des Juifs français, la communauté israélite organisée, devrais-je dire, a répondu, a mené des études, a montré, par exemple, que dans le cabinet Blum, il n'y avait pas du tout pléthore de Juifs. Le décompte y est, que dans les directeurs de journaux, il n'y avait pas tellement de directeurs juifs. C'était une ultra-minorité. Rien n'y fait. Les plus philosémites qui écrivent pour défendre les juifs s'appuient en fait sur les écrits qui sont diffusés par l'extrême droite. Et ça a évidemment émoussé les défenses de la population tout entière. Et pour vous donner un exemple de ces philosémites, je vais vous donner l'exemple de François Mauriac, qui adhère au comité français pour les intellectuels juifs persécutés. Un comité qui regroupait des hommes de lettres et des scientifiques et qui a été créé en 1933. Donc il s'inscrit dans un comité pour défendre les juifs persécutés. Et en mars 1937, il accorde son patronage à cette Juste Parole, ce journal donc, qui s'est donné pour objectif de répondre à la propagande antisémite et à la désavouer. Et il accorde donc son patronage à ce journal. Donc, un philosémite, François Mauriac. Eh bien, dans sa lettre d'adhésion, l'écrivain écrivait la chose suivante. Nous sommes liés à Israël. Nous lui sommes unis que nous le voulions ou non. Et puis, il ajoutait, je crois pourtant qu'Israël est quelquefois en partie responsable de l'instinct de défense qu'il éveille dans certaines nations. La lutte contre l'antisémitisme devrait commencer chez les Juifs eux-mêmes, comme la réforme de l'Espagne devra être d'abord une réforme du clergé. Les Juifs ne peuvent pas se perpétuer, se marier entre eux, s'isoler des chrétiens, sans créer un climat de défense et d'hostilité. Ils ne peuvent pas accaparer la finance internationale, donc les Juifs accaparent la finance internationale, nous dit un philosémite, sans donner au peuple le sentiment d'être dominé par eux. Donc il y a peut-être quand même un peu de domination financière dans tout ça. Ils ne peuvent pas pulluler partout où l'un d'eux s'est introduit, le ministère Blum, sans éveiller la haine parce qu'ils se livrent eux-mêmes à des représailles. C'est introduit le ministère Blum, mais il a été élu, que je sache, et il est français. Bonjour la dimension xénophobe de l'antisémitisme. Blum, qu'on a traité de, je ne sais plus quoi, Karl Funkenstein. Blum qui, dans un article, un éditorial de 1938, je ne me souviens plus de la date exacte, écrit un article en première page du Populaire, le journal du Parti Socialiste, pour dire « Je suis français ». Et il décline cette francité. Le terme « je suis français » apparaît au moins 10 fois sous toutes ses formes pour affirmer « je suis français ». Ben oui, mais Léon Blum, il n'est pas vraiment français. Il s'est introduit dans un ministère et à cause de lui, pullule, le terme quand même, hein, les Juifs dans les bureaux ministériels. Alors, celui qui à mon avis, définit le mieux cette situation, et on est dans les années 30, c'est un Juif. C'est Marc Bloch, l'historien Marc Bloch, très français, alors là, plus français que ça, tu meurs, très français, qui évoquait
toute cette attitude d'antisémitisme larvé. Moi j'évite le terme, mais lui il ne l'évite pas, d'autant qu'on était dans les années 30, maintenant il y a quand même la Shoah qui est passée par là, et donc il faut, si on veut garder le concept comme outil d'analyse, il faut faire attention. Parce que immédiatement ça fait bondir tout le monde et on vous dit mais non, ils ne sont pas antisémites. La preuve, Mauriac est philosémite. Donc il appelait ce type d'écrit d'antisémitisme du numerus clausus. Et il ajoutait, et ça il l'a écrit en août 1941 à Lucien Febvre, dans une correspondance, le grand mal, voyez-vous, c'est l'esprit de distinction. C'est le numérus simplement, le nombre avant d'être clos. Le dénombrement ne précède pas seulement, il propose presque forcément clôture, tacite ou expresse. J'ai vu cette évolution s'annoncer lentement, sûrement, dans les années qui ont précédé la guerre. C'était de cette façon surtout que se faisait chez nous l'osmose de l'esprit raciste d'à côté. Et elle était, cette évolution, beaucoup plus dangereuse que l'antisémitisme avoué, stupide, violent, parce qu'elle entamait des milieux où l'on aurait rougi ou ri de s'entendre accusé d'antisémitisme, où l'on se vantait d'être resté fidèle à une célèbre déclaration où on croyait l'être, sans se rendre compte combien on s'en écartait. Donc je pense que ce Marc Bloch était d'une lucidité absolument extraordinaire, et ils sont peu à l'avoir constaté de cette façon-là, mais en tous les cas, c'est ce que l'ensemble de ces écrits pose, c'est que les Juifs, dans l'univers mental des Français, les Juifs étaient différents de façon irréductible. Français, pas français, il y a là posé une altérité irréductible. Le terme est de moi, mais vraiment, j'y crois vraiment beaucoup. Je pense que tous les écrits de l'avant-guerre le montrent. Là-dessus, sur ce climat, sur cet univers mental où on voit la place des Juifs dans l'univers mental des Français, le choc de la défaite, énorme, énorme, énorme. Il faut quand même imaginer, je veux dire, la France, une puissance, ou en tous les cas qui se croyait être une France, une puissance entre quelques semaines totalement écrasée. Le maréchal Pétain, quasi unanimement vénéré. Il faut le dire, les Français vénéraient le maréchal Pétain en 1940. Ça a changé, mais en 1940, il y avait une vénération pour le héros de la Première Guerre mondiale, le héros de Verdun. Et ce maréchal Pétain adopte une série de lois, fait adopter une série de lois, notamment des lois qui veulent régler ce fameux problème. Il y a un problème, il faut bien le régler. Lui, il est là pour le faire. Donc, dans le cadre de sa révolution nationale, il adopte toute une série de lois antisémites. Et ces lois antisémites ont été très bien reçues par la population. Alors, toutes les sources concordent pour le dire. Le courrier reçu à Londres, absolument unanime. Et quand je parle du courrier reçu à Londres, c'est aussi bien des gens qui s'expriment contre la France libre que des gens qui soutiennent De Gaulle et la France libre. Et je peux vous donner cet exemple-là. C'est l'auteur d'une missive qui accompagnait de quelques remarques le soutien qu'il apportait à la France libre et aux Anglais. Les critiques contre le maréchal Pétain sont trop sévères, écrivait-il. C'était les critiques proférées par la BBC. Critiquez plutôt les communistes, qui sont des traîtres, les radicaux, qui nous ont presque toujours gouvernés et n'ont rien fait de bien, et surtout les socialistes avec leur chef, monsieur Blum, que le maréchal Pétain empêche heureusement de répandre son venin hébraïque.
Et vraiment, enfin, les lettres, quand elles parlent des Juifs, sont absolument toutes unanimes sur ce sujet. Les interceptions sont toutes dans ce sens. Et cette lettre que je viens de vous citer a été lue à la BBC. Ce qui est intéressant, et on pourra y revenir si vous voulez, c'est qu'elle est lue à la BBC, que le commentateur répond à un certain nombre de choses. C'est une façon qu'avaient à la BBC les auteurs des émissions de montrer qu'ils étaient en phase avec la population. Parce qu'en fait, ils devaient se gagner la population française. Et donc, on les faisait entendre et on répondait à un certain nombre de choses. Et la réponse, le correctif qui était apporté, portait toujours sur autre chose, jamais sur l'antisémitisme qui s'exprimait dans les lettres. Jamais. On le disait, on le lisait, c'était une façon de faire un clin d'œil en disant « on vous a entendu », mais rien pour y répondre. Et alors là, ça montre en fait, et là j'en arrive à l'idée de la résistance elle-même, les good guys, ceux dont on sait qu'ils étaient contre la collaboration. Pour certains, et ça on le sait quand même depuis que les travaux se sont développés, tous n'ont pas été contre Vichy d'emblée. Hein. L'opposition à Vichy, générale de la part de tous les mouvements, c'est à partir du printemps 42. Et jusqu'au printemps 42, une bonne partie des grands mouvements de résistance, en fait, soutenaient Pétain, sinon Vichy, en pensant que certaines des lois qui étaient adoptées étaient peut-être pas prises au bon moment, elles allaient peut-être trop loin, mais au bout du compte, elles allaient dans le bon sens. Voilà, alors c'est intéressant de parler du fait, enfin d'évoquer le fait que la BBC ne répondait pas à ces remarques antisémites. C'est d'autant plus important que ni la BBC, ni les journaux qui commençaient à se développer clandestinement en France n'évoquaient la législation antisémite. Comment est-ce qu'on parlait des Juifs? En disant « nous ne sommes pas Juifs ». Ça, c'est la première chose. Nous ne sommes pas Juifs, nous ne sommes pas Anglais, nous travaillons, ce ne sont pas les intérêts des Juifs que nous servons. Et la deuxième chose, quand il y avait une dénonciation, c'était une dénonciation de la propagande allemande, dans sa propagande antisémite allemande, qui allait vraiment trop loin et qui ne correspondait évidemment à rien de ce que pouvaient accepter les Français. Mais rien sur la politique antisémite qui était mise en œuvre. Et c'est dû, en effet, en partie, d'abord il y avait aussi des antisémites dans la résistance, en tous les cas beaucoup qui, comme le reste du pays, pensaient qu'il y avait un problème juif à résoudre. C'était une patate chaude, et une patate chaude, eh ben, on ne la touche pas, on s'en éloigne. Et parce qu'on pensait que les Français étaient soit antisémites, soit en tous les cas, ils accueillaient fort volontiers la législation antisémite. Et le fait est que tous les rapports montrent que de toutes les mesures adoptées par Pétain, par le maréchal Pétain ou par son gouvernement, celles qui étaient le mieux acceptées, c'était les mesures antisémites. Cela dit, ce serait beaucoup trop simple si on en restait là. Il y avait une différence entre le Nord et le Sud, entre le Nord occupé et le Sud qui était soumis directement à Pétain. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que il faut comprendre qu'on comprend mieux ce qui s'est passé dans le tournant de l'été 42. Dans le Nord, on soutenait autant le maréchal Pétain que dans le Sud, mais d'emblée, et ça encore une fois, tous les rapports le montrent, d'emblée, la population française s'opposait aux Allemands. Elle s'en accommodait. Ils ne se sont pas tous engagés dans la résistance, mais il y avait une hostilité à l'occupant qui a été immédiate. Et ça, c'est clair, c'est net, tous les rapports le montrent. Donc on avait cette espèce de dichotomie dans le Nord.
Et comme les Allemands étaient présents, toutes les mesures, d'autant plus qu'elles étaient visibles, ce n'étaient pas uniquement des mesures législatives. Il y a eu ces pancartes jaunes sur les magasins, ensuite c'est devenu des pancartes rouges lorsque les magasins ont été quasiment spoliés, carrément spoliés. Donc c'était visible et c'était dû aux Allemands, à la présence allemande. Les Allemands étaient là. Donc ce qui était fait par les Allemands, eh bien ça, on s'y opposait. Et donc en fonction de ce beau dicton, les ennemis de nos ennemis sont nos amis, les Juifs étant les ennemis des Allemands, qui sont nos ennemis, donc du coup on s'oppose à ce que font les Allemands contre eux. Et en zone sud, en revanche, c'est tout à fait différent. C'est une législation qui est adoptée par les Français, par le gouvernement légal de la France, qui souhaite, donc qui veut, ou qui se propose, ou qui prétend résoudre un problème dont tout le monde s'accorde à dire qu'il existe. Il explique, les explications du gouvernement de Vichy sont là pour expliquer qu'il ne s'agissait pas du tout d'une mesure dictée par les Allemands, qu'il s'agit de quelque chose qui va résoudre le problème en France. Et donc, cet antisémitisme est légitimé. Et ça encore, on le trouve bon, je vous donne que des petites citations qui illustrent, mais elles sont très représentatives, ça vous pouvez me croire. L'analyse que propose Henri Sinder, un avocat juif français qui venait de trouver refuge aux États-Unis, et il écrit « La propagande anti-juive avait beaucoup plus d'effet en zone sud. Elle produisait dans les masses une résonance bien plus forte, puisque c'était de la propagande française, des vérités portant tantôt ouvertement, tantôt implicitement l'estampille d'un gouvernement français. » Et il ajoute il agite un constat quand même assez triste. Ici, il parle de la zone sud, on peut encore se mouvoir librement, on ne craint pas d'être arrêté à tout instant, mais quant à l'attitude des Français, on se sent bien plus en France en zone occupée. C'est fort, hein? On est plus en France en zone occupée où il y a les Allemands, parce qu'en zone sud, en fait, l'antisémitisme est infiniment, de la population, est infiniment plus important. Alors ça nous amène au tournant. Le tournant de l'été 42, avec l'étoile jaune, alors en zone nord uniquement, et là on retrouve très exactement, mais de façon infiniment plus appuyée, ce qu'on a vu avec les pancartes jaunes sur les magasins, les Allemands qui marquent les Juifs, ça a choqué. Ça a choqué la population. Et puis dans les deux zones, d'abord en zone nord, puis en zone sud, les rafles massives de l'été 42. Et là, la population a été indignée. On n'a pas du tout aimé voir ce qu'on a vu. Mais alors, pas du tout. Les termes qui reviennent partout, dans les lettres, dans les rapports, dans tout ce que vous pouvez imaginer, et encore une fois, tous ces rapports émanent de sources extrêmement différentes. On parle d'indignation, on parle d'émotion, on parle d'horreur, on parle de honte. Il y a un véritable sursaut, et fait quand même important, je crois qu'on ne le dit pas suffisamment, c'est un sursaut qui a commencé à creuser un écart entre Vichy en tant que tel et la population. Donc c'est, en fait, on a parlé jusqu'à présent d'une population qui plus qu'acceptait, mais trouvait que cette législation antisémite était plutôt bienvenue, qui, à cause de la politique antisémite, des persécutions telles qu'ils les voyaient sous leurs yeux, commence à se détacher de Vichy. Et pourquoi? Mais parce que là, c'est évidemment une mesure allemande. Et si ce sont les gendarmes français, si ce sont les policiers français qui arrêtent les gens, ça montre que Vichy est subordonné aux Allemands. Les Allemands humilient la France en l'obligeant
ou en lui faisant faire ce sale boulot d'arrêter des juifs. Et pas uniquement les hommes, mais des femmes, des enfants, de séparer des familles qui se retrouvent écartelées. Là, c'est une barbarie, c'est le signe de la barbarie allemande. Et tout le monde s'accorde à souligner, alors là je parle des journaux clandestins de Londres, de tout ça, que la population française s'est indignée. Mais c'est vrai, dans sa grande majorité, la population a très très mal pris tout ce qui s'est passé. Et là, la séquence est intéressante, parce qu'on parle de la population, on parle du clergé. Il faut voir que la population, la réaction de la population a précédé celle de certains hauts prélats de l'Église, et aussi le pasteur Bögner. C'est-à-dire qu'en fait, ces protestations, comme celle de Saliège, qui est très connue, et là c'est un véritable tournant, parce que jusqu'à présent il y a eu de temps en temps des missives qui étaient envoyées discrètement au maréchal Pétain, à Laval ou à certains des ministres. Là, Monseigneur Saliège, le 23 août 1942, fait lire dans toutes les églises du diocèse une lettre pastorale qui est consacrée aux scènes émouvantes qui ont eu lieu au camp de Noé et de Récébédou. Il y rappelle que les Juifs sont des hommes, les Juifs des femmes, et que tout n'est pas permis contre eux. Il a été imité par la suite par un certain nombre de hauts prélats, mais là encore, il faut dire que si ces hauts prélats sont intervenus, c'est parce que, et ça a été vrai d'ailleurs dans tous les cas de protestation, même dans les cas des missives discrètes envoyées par avant, soit le grand rabbin, soit le directeur, le président du consistoire central, soit dans le cas de Saliège, maître Lederman, le papa de madame ici présente, sont intervenus auprès d'eux en leur ouvrant les yeux, en leur disant « Vous ne pouvez pas ne pas intervenir ». Les Juifs sont intervenus auprès d'eux et les ont poussés à intervenir en leur disant « Vous ne pouvez plus fermer les yeux, ça n'est pas possible ». Il y va de l'honneur de l'Église en tant que telle. Donc, la séquence est la suivante. Opinion, quelques hauts prélats, et c'est extraordinairement important parce que ça légitime et ça solidifie la réaction de l'opinion. Puis, journaux de la résistance, journaux clandestins de la résistance et BBC, qui s'appuient notamment sur ce qu'écrivent les prélats. C'est-à-dire que je trouve ça, alors c'est rarement dit, c'est jamais dit plus exactement, mais je trouve ça quand même extrêmement important que la résistance n'a pas pris le leadership spirituel pour condamner ce qui était en train de se passer. Elle s'est reposée sur l'autorité des prélats. Et une fois que ça a été fait, les journaux de la résistance ont pu articuler leur dénonciation qui était en train de se produire sur ce qui a été dit par une autorité spirituelle reconnue par les Français. Alors ce mouvement d'indignation qu'on retrouve donc partout dans la population, c'est pas tous les diocèses, c'est pas tous les membres de l'IA, ils sont quelques-uns, mais ils sont d'une autorité particulièrement importante pour que ça résonne partout, d'autant que les résistants juifs et un certain nombre de dirigeants juifs, sachant, en entendant ces lettres pastorales, les ont très largement diffusées. Ils se sont chargés d'en faire de nombreux exemplaires et de les distribuer. Ce mouvement d'indignation a duré jusqu'à l'automne 1942.
Automne 42, on n'a plus des juifs nulle part. Pourtant, le rabbin Kaplan écrit en octobre, c'est l'acceptation du fait de guerre. Le sujet disparaît complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les Français ont d'autres préoccupations. N'oubliez pas, les Juifs, c'est pas tout à fait nous, c'est quelqu'un d'autre. Et nous, on a quand même d'autres problèmes, notamment le STO qui se profile à l'horizon. Petit à petit, on sent venir, on craint que la France, on a, oui, un des sujets qui revenait beaucoup dans les craintes des Français, ou dans les dénonciations des Français lors de l'été 42, c'était les déportations des enfants, parce que les enfants, n'est-ce pas, sont innocents par définition. Et c'était aussi, ils ont commencé par les Juifs, ça va être notre tour ensuite. C'est quelque chose qui revenait constamment. Alors, dans cette troisième période, la période qui commence à l'automne 42, la BBC commence, ça c'est plutôt à partir de 43, à évoquer ce qui arrive aux Juifs déportés. Et périodiquement, l'extermination des Juifs à l'Est est évoquée sur les ondes de la BBC. Les journaux de la Résistance, rien. Pas un mot sur les déportations, pas un mot sur ce qui arrive aux déportés, strictement rien sur les déportations qui ont quand même continué jusqu'à la fin de la guerre. Alors je l'ai dit, d'autres préoccupations prennent le dessus, mais est-ce que ça explique tout? Non, je ne crois pas que ça explique tout. Là encore, on bénéficie d'un certain nombre de rapports, pas un certain nombre, énormément de rapports, et ils sont tous unanimes. Là encore, c'est pas, je ne vous prends pas un rapport en le montant en épingle. Il s'agit de tous les rapports sans aucune exception. Et croyez-moi, j'ai bien cherché partout, j'ai bien cherché tout ce qu'on pouvait trouver. Il y a une dissociation qui est faite dans tous ces rapports qui expliquent ce qui se passe dans l'opinion entre les Français désapprouvent, dénoncent, condamnent les persécutions, les déportations. Ils trouvent ça odieux, mais ils continuent à penser que les Juifs posent un problème à la France. Il y a une dissociation entre les deux, et une dissociation qui... Alors, ça n'empêche pas quand même que ce qui s'est passé à l'été 42 a tout de même permis à une partie de la population d'accueillir, d'être prête à recueillir des Juifs qui étaient pourchassés, traqués. Mais ça ne les rendait pas pour autant moins sensibles à l'acuité du problème juif. Et ce d'autant plus qu'une crainte commence à se manifester partout, c'est que, et on approche de la fin de la guerre, après février 43, Stalingrad, on commence à comprendre que les Allemands vont perdre la guerre, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps, quel sera le nombre de victimes, mais les Allemands vont perdre la guerre. Et à ce moment-là, une crainte commence à se faire entendre. Ah oui, mais ça veut dire le retour des Juifs, ça. Les Anglais vont ramener les Juifs avec eux. La victoire anglaise signifie la victoire des Juifs. Et on craint, on commence à entendre ce genre de son de cloche. Et je peux vous citer là encore, et une fois de plus, ce que je vous cite, ce sont des petits exemples qui sont caractéristiques. Un grand souffle de haine s'est élevé dans toute la région contre les barbares. Et ça, c'est en janvier 1943, ce qu'écrit un des rapporteurs. Et il décrit la sympathie éprouvée par les Français à l'égard des Juifs dans la région de Bayonne. Mais il ajoute aussitôt « Il nous paraît utile d'insister sur le fait qu'on s'est élevé surtout à ce moment-là contre les traitements monstrueux infligés à des Français et non particulièrement à des Juifs. Ainsi, nous croyons bon de prévenir dès à présent les Juifs à allure plus ou moins internationale, de même que les Français qui sont Juifs avant d'être Français, qu'ils auraient grandement tort de se réjouir
un peu trop à l'avance de cette réaction spontanée du peuple français. La France est toujours restée la grande nation humaine qu'elle a toujours été, mais pour eux, elle est devenue maintenant farouchement antisémite. Donc on est humain, mais on reste antisémite. Et je pourrais vous... la persécution des Juifs, ça c'est un autre, a profondément blessé les Français dans leurs principes humains. Elle a même à certains moments rendu les Juifs presque sympathiques. On ne peut cependant nier qu'il y a une question juive. Les circonstances présentes ont même contribué à l'implanter. Le ministère juif qui débordait d'éléments juifs, la pénétration en France de dizaines de milliers de juifs exotiques qui ont provoqué un sentiment de défense, je vous en passe, et des meilleurs. Je veux dire, on trouve ça en 1943 chez ces mêmes Français qui s'indignent des déportations et de la séparation des mères et des enfants, etc. etc. Et on peut lire, par exemple, l'un des correspondants réguliers de la BBC, qui avait déjà donné libre cours à son appréhension au printemps 1942, et qui écrit « Les persécutions contre les Juifs prennent un caractère odieux », écrivait-il, puis il ajoutait « Les antisémites exultent. Ils ne s'aperçoivent pas que si les Juifs sont persécutés, leurs persécuteurs accumulent chaque jour des preuves nouvelles que le règne de la juiverie avait du bon. » Signifiant donc que la juiverie régnait. Il est effrayant pour un bon chrétien de penser qu'aujourd'hui, 300 millions d'Européens peuvent se dire « Raconte ce que tu voudras, mais du temps des Juifs, on avait de tout et pour pas cher. » Par la pénitence organisée qu'on inflige aux Européens et notamment aux Français, on est en train de favoriser d'une manière providentielle la thèse juive, le parti des Juifs, l'économie juive. Et ce qui est particulièrement frappant, là encore, encore une fois, je vous le rappelle, il s'agit de tous les rapports qui évoquent les Juifs à cette époque-là. Pas d'une minorité, pas de 80%, je parle de 100% des écrits qui évoquent la crainte d'un philosémitisme qui se développerait après-guerre. On veut bien que les Juifs reviennent en possession de leurs droits et de leurs biens, mais on ne veut pas de leur suprématie. Et donc il faudrait peut-être envisager un numerus clausus après la guerre également. Ça se retrouve partout, et même sous la plume d'un grand résistant comme Henri Freinet, qui à l'automne 1943 écrit la chose suivante: « Les Juifs doivent être écartés des situations influentes. » On parle de Henri Freinet. Politique, presse, radio. Et il ajoute « Il ne faut pas que le général soit l'homme qui ramène les Juifs. » Il ne faut pas que le général soit l'homme qui ramène les Juifs. Et la conclusion de Freinet était claire. Bien sûr que notre devoir est de supprimer toute distinction raciale. Mais dans la pratique, il faut tenir compte de l'attitude de la population qui a changé depuis 2 ans. Or, en fait, elle n'avait pas changé. C'est quelque chose, comme j'ai essayé de vous le montrer, qui existait déjà avant-guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Et j'en arrive vraiment à ma conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop longue. D'abord, qu'il s'agit d'un sujet complexe. Que d'essayer de dire les Français ont sauvé les Juifs ou les Français étaient tous antisémites, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut partir de la place qu'occupaient les Juifs dans l'univers mental des Français. Il ne faut pas oublier le rôle de l'occupation et ce que l'occupation a entraîné. Il ne faut pas oublier, quand on parle des Français, d'inclure leur attitude à l'égard des Juifs dans leur attitude à l'égard de l'occupant allemand ou à l'égard du gouvernement Vichy. C'est une partie d'un sujet qui est plus vaste. Il faut tenir compte absolument d'une chronologie aussi précise que possible. Et puis j'en arrive, et ce sera mon dernier point, à cette fameuse question des 75% qui auraient été sauvés par les Français. Alors d'abord, ils n'ont pas été sauvés. Ils ont survécu. Ils ont même pas, c'est même pas un taux de survie, c'est 75%, c'est un taux de vie.
quand vous pensez qu'il y avait à Paris 30 000 juifs qui vivaient avec l'étoile jaune sur leur poitrine et qui n'ont pas été inquiétés, ce n'est pas les Français qui les ont sauvés, c'est les Allemands qui n'ont pas mis tout le paquet pour les arrêter. C'est extrêmement simple. Dans la stratégie des Allemands, il y avait un ordre de priorité, il y avait des façons de procéder, et le premier facteur dont on doit parler quand on parle du fait que 75% des Français, des Juifs, n'ont pas été déportés, c'est d'abord que ça dépend de la volonté des Allemands, de leur politique, de leur stratégie. Et les Allemands se sont fichus dedans dans leur stratégie à 2 reprises en 1943. La première fois, en août 1943, quand ils ont voulu dénaturaliser d'un coup un certain nombre, tous les Français, tous les Juifs français qui avaient été naturalisés, d'abord on a pensé à 27, puis en 1933, l'ordre de dénaturalisation avait déjà été signé par Laval. Et au dernier moment, Pétain s'est rétracté, il n'a pas signé. Il n'a pas signé. Il s'est fichu dedans. Les Allemands se sont fichus dedans, et Dieu merci, ils se sont fichus dedans. Et en attendant, eh ben, les Juifs, l'effort des Allemands était sur cette question plus particulièrement. Deuxième erreur stratégique, et là, c'est le rôle extrêmement important, et on n'insiste pas suffisamment sur cette question, de la politique italienne dans la zone que les Italiens ont occupée entre novembre 1942 et septembre 1943. Les Italiens ont protégé les Juifs dans cette zone. Et ça a eu des conséquences dans tous les domaines. D'abord, Laval, les Italiens disant à Laval, oh, vous pouvez arrêter les Juifs français hein, si vous voulez, mais les Juifs étrangers, ils sont à nous. Donc vous n'y touchez pas. Vous imaginez bien que le gouvernement français n'allait pas arrêter les Juifs français et laisser tranquilles les Juifs étrangers. Donc Laval s'est plaint aux Allemands. Mais en attendant, les Juifs n'étaient pas arrêtés dans cette zone. Et cette zone a vu affluer, on en parlait même comme un dirigeant juif parlait d'une terre de Canaan. Les Juifs affluaient dans cette zone pour se protéger. Donc Laval s'est plaint aux Allemands. Et les Allemands ont commencé à faire pression sur les Italiens, persuadés qu'ils réussiraient à les convaincre qu'il fallait coopérer dans cette question de la persécution des Juifs. Les Italiens ont été absolument extraordinaires. Pas parce qu'ils étaient philosémites, hein, mais une des raisons, c'est qu'ils voulaient rester et montrer leur souveraineté sur la région. Puis sans doute qu'il y avait également un certain nombre de bruits qui leur arrivaient sur ce qui arrivait aux Juifs dans l'abattoir de Pologne. Donc les Italiens ont joué au plus fin avec les Allemands, y compris, ils ont fini par accepter les Ribbentrop a proposé toute une sorte de différentes solutions aux Italiens, et l'une d'entre elles, c'était de créer une police de persécution raciale, une police raciale. Les Italiens ont dit d'accord, on va créer une police raciale. Sauf que la police raciale italienne, c'est pas la Gestapo. Et que la police raciale, les Allemands ont cherché à rencontrer le dirigeant de cette police raciale, et ce dirigeant de la police raciale italienne a joué au chat et à la souris avec les Allemands jusqu'à la fin de l'occupation italienne dans cette zone. Ils ne l'ont pas rencontré une seule fois. Et donc les Italiens se sont dérobés, et pendant ce temps-là, entre-temps, on arrive à l'automne 1943. À l'automne 1943, tout le monde sait comment va se terminer la guerre. Tout le monde le sait. Et donc, c'est plus la même population. C'est plus la même population. On sait aussi de mieux en mieux ce qui arrive aux Juifs à l'est de l'Europe. Donc les Juifs sont plus conscients qu'ils doivent s'organiser et se cacher. Les organisations juives ont commencé à créer des réseaux de sauvetage. Et ils ont, vous savez, créé un réseau de sauvetage, créer des réseaux de sauvetage, il faut un endroit où on peut le faire tranquillement. Ils l'ont fait à partir de la zone italienne. Et donc ils se sont organisés à partir de là. La population qui savait fort bien maintenant que la guerre allait se terminer par une défaite allemande était infiniment plus prête à aider ces mêmes organisations pour cacher des Juifs.
Et les Allemands, en attendant, ont perdu du temps. Et puis franchement, quand on arrive à l'automne 43, les Allemands, ils ont d'autres soucis. Ils savent qu'il va y avoir un débarquement. Tout le monde parlait du débarquement à l'automne 43. Vous savez, le titre du journal, c'était « Le débarquement n'aura pas lieu ». Ce qui montre bien que tout le monde ne parlait que de ça. Et donc, les Allemands n'avaient plus les forces pour mettre dans les arrestations de Juifs, d'autant qu'on craignait que la France devienne un terrain de combat pour la fin de la guerre. Et par conséquent, voilà, si vous voulez une explication sur comment se fait-il que 75% des Juifs n'ont pas été arrêtés et déportés, vous avez là la réponse. Donc vraiment, la zone italienne est particulièrement importante parce qu'on y trouve concentrés tous les éléments qui sont importants pour expliquer ce partage entre 75%, 25%. Et franchement, c'est pas parce que les Français ont sauvé les Juifs. Je vous remercie.